Bonjour. L'écriture liée à la scénarisation est un défi qui en vaut souvent le détour. Bien des auteurs y parviennent en faisant des transitions entre les genres littéraires tout en laissant des traces et souvent tout en propulsant la force de l'image à la force du mot. Le roman reste souvent une référence tant l'approche de ce genre littéraire est inépuisable de richesse. L'écriture pour un projet documentaire prend souvent la forme d'une enquête sur un sujet. Il suffit de maîtriser les différentes étapes de conception et d'écriture, tant au niveau du contenu que des traitements techniques et artistiques, d'approfondir le projet personnel, de comprendre les rudiments d'un bon pitch auprès des producteurs et de connaître les bases de la diffusion. Nous accueillons aujourd'hui David Boucher, né en France, qui a vécu au Sénégal aussi et qui a vécu au Maroc en ayant obtenu un baccalauréat au lycée Lyoté de Casablanca. Il se forme à la sociologie, à l'anthropologie et à la Sorbonne, puis à l'écriture de scénarios au sein de la FEMIS à Paris. Attaché très tôt aux formes multiples des récits de fiction, base de nos ordres imaginaires selon le chercheur et essayiste Harari, il passe avec aisance de la nouvelle au scénario, du poème au roman. Transculturaliste convaincu, concessionnaire de multiples vies professionnelles, de riches rencontres et de nombreux voyages à travers le monde, il vit présentement à Montréal. Il est auteur de Soleil, chez La Peuplade en 2015, finaliste du prix Archambault du premier roman et finaliste du prix des 5 continents. Il a été scénariste aussi de Waley, long métrage de Bernie Goldblatt, Burkina Faso, sélection Festival de Berlin en 2017. Il est scénariste aussi de La Pirogue, long métrage de Moussa Touré au Sénégal, et qui a été sélection Festival de Cannes en 2012. Il a été scénariste aussi et réalisateur de Dakar, Bel Air en 2010 et scénariste de Welcome to America en 2008. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. David, bonjour. Bonjour Kamal. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, vous avez grandi entre le Sénégal, la France et le Maroc. Vous êtes né en France, vous avez passé une belle partie de votre vie au Sénégal, puis vous avez passé au Maroc votre baccalauréat au lycée Lyoté. En quoi ce cheminement, surtout d'avoir vécu en Afrique, il a enrichi votre parcours artistique, culturel et littéraire? Véritablement, c'est fondamental dans mon expérience de vie, ce parcours-là, en effet, et puis dans mon expérience créative, dans la mesure où vivre dans un pays qui n'est pas celui de ses parents va m'apporter des expériences nouvelles, une sensibilité nouvelle, comme une couche supplémentaire de culture, et à partir de là, je vais développer une sensibilité, une créativité qui n'aurait pas été celle que j'aurais pu développer si j'avais grandi dans le pays d'origine. Très bien. Daouda Toubab, c'est bien vous? Oui, Daouda Toubab, Daouda parce que c'est David, en fait c'est la traduction. En Afrique de l'Ouest, les David sont des Daouda. Donc, et puis Toubab c'est le blanc, donc il fallait distinguer plusieurs Daouda dans le quartier, et il y avait le Daouda blanc, c'était moi, Daouda Toubab. C'était bien vous? C'est ça, c'est mon surnom. Excellent. Il y a eu des transitions de genre littéraire dans votre création culturelle et littéraire. Vous êtes passé généralement de la nouvelle au scénario, du poésie, du poème au roman. Mais est-ce que ça a commencé pour vous par l'écriture plus spécifiquement, ou bien vous avez été attiré au début par la caméra et par tout ce qui est magie de l'image? Du cinéma. C'est vrai que j'ai toujours été... Mon père est un cinéphile total et ma mère est une dame qui faisait de la reliure d'art et donc qui faisait des livres, qui reliait des livres. Et à partir de là, j'ai été baigné dans ces deux univers assez tôt. Et j'ai commencé à la jeune vingtaine, un petit peu comme tout un chacun, par des textes poétiques, puis des notes, et puis je prenais des petites notes de choses de voyage, des choses comme ça, des petites réflexions qui me passaient. Et puis, plutôt vers 25 ans, 26 ans, j'ai commencé à écrire en fait pour la publicité. Okay. Comme rédacteur? Voilà, j'étais rédacteur publicitaire et j'ai commencé à écrire des films en fait à ce moment-là. Okay. Parallèlement, j'ai développé des histoires sous forme de nouvelles. Puis j'ai gagné des concours littéraires au Sénégal, notamment ce qui est motivant. Voilà, ça m'a motivé. C'était initié par le Centre culturel français à l'époque de Dakar, et puis l'organe de presse, Le Soleil. Et puis voilà, donc ça m'a poussé un petit peu à continuer dans cette voie-là.
Et puis, je me suis retrouvé en formation à Paris pour apprendre à écrire le scénario de cinéma, cette fois, donc la fiction pure. Puis, j'ai fait un premier scénario de long métrage, et puis un deuxième, et puis je suis arrivé au roman ensuite. Et ça a continué. On voit bien que votre premier scénario date de 2008. Est-ce qu'il y avait... L'écriture, oui. Le film est sorti un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. Que représente pour vous l'écriture du scénario, surtout le fait de passer, par exemple, du roman au scénario, j'imagine, c'est une question qui se pose beaucoup, peut-être pour les néophytes, les gens qui n'ont jamais écrit. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est pas du tout la même... C'est une technique, vraiment, l'écriture de scénario. C'est vraiment très technique. Il n'empêche, ça répond à des règles générales de la dramaturgie, qui sont des règles qu'on peut appliquer aussi bien pour l'écriture de romans que de pièces de théâtre, que de cinéma. Alors, mais concrètement, un scénario, c'est vraiment un aspect technique, puis c'est un objet qui est plus un outil qu'autre chose. Il va être lu par une trentaine, cinquantaine, centaine de personnes, peut-être à Hollywood, vous voyez, mais pas plus. Donc, c'est toute la différence. C'est vraiment pas une œuvre d'art, on peut dire. Ça va déboucher sur une œuvre d'art. Ça se travaille. Mais c'est un outil au départ. Voilà. Mais c'est un choix aussi, hein, parce que quand je vois, par exemple, certains grands noms, Stephen King, qui a commencé des romans qui ont été adaptés, Yasmina Khadra, maintenant, qui écrit des scénarios. Mais c'est des choix. Est-ce que vous le pensez comme ça? Oui, c'est des choix, puis c'est une sensibilité, c'est un amour aussi de l'image. Depuis que j'écris, on me dit que j'ai une écriture très imagée. Donc c'est sûr que ça m'a aussi aidé un petit peu à aller vers l'écriture scénaristique, parce que c'est ça, j'aime bien représenter mes personnages dans des scènes, et puis représenter de l'action, et je ne suis pas très dans la description, je suis plus dans l'action lorsque j'écris. Donc voilà, le cinéma étant de l'action pure, je pense que c'est un médium qui me convient bien aussi pour exprimer mes histoires. En fait. Les histoires et les mettre en image, ce qui est intéressant. On va parler de votre roman, Soleil. Oui. En 2015, édition La Peuplade, qui a été finaliste du prix Archambault. Il a été finaliste du prix Archambault et il a été finaliste du prix des 5 continents de la francophonie. Ouais. Et il y a eu une traduction en 2017 qui est très récente, si je me Très m'abuse. récemment, oui. Il a été Son of Distant Land. Son of Distant Land, oui. Traduit ici au Québec? Traduit ici au Québec par une traductrice de Montréal, qui l'a très bien traduit d'ailleurs. Et c'est sorti chez Vehicle Press. Chez Vehicle Press, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a dicté l'écriture de ce roman, Soleil? Véritablement, ça a été notre migration à Montréal. Okay. Donc, où ça n'a pas été comme un choc, mais ça a été beaucoup de questions, et notamment sur comment mes enfants pouvaient appréhender cette nouvelle vie. Et du coup, je me suis projeté dans un de mes enfants. Puis j'ai imaginé donc une famille qui, par le biais donc de cet enfant, va faire un petit peu l'expérience de cette nouvelle vie et rencontrer tout un tas de difficultés, d'autant que le père, lui, a plutôt du mal à se faire à cette nouvelle vie, alors que la mère, elle va plutôt être celle qui va soutenir la famille et tenir les rênes un petit peu au départ. Et donc c'est tout un tas de questions que se pose ce jeune garçon. Donc on est vraiment tout le temps dans le point de vue du jeune personnage. Et c'est une famille sénégalaise, 100% sénégalaise, qui vient s'installer à Montréal. Donc c'est Souleymane Souleymane, voilà, qui se fait appeler Soleil dans sa famille. Oui. Et puis une petite voisine qui l'appelle Soleil, parce qu'elle a entendu Soleil, alors elle l'appelle Soleil. Et puis il va apprendre des choses lors de cette trajectoire. Exactement. De la migration, des choses même philosophiques, il va se poser des questions. C'est un roman éminemment philosophique. Alors il y a des choses très profondes qui sont abordées avec légèreté. Mais c'est vraiment des questions importantes et qui sont assez connues de tous les migrants, finalement, à partir du moment où on expérimente une vie nouvelle. Quoi. Et une thématique très sensible aussi, il faut dire. On va faire une pause, David, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité David Boucher, Soleil, que voici chez La Peuplade. Je te suggère une lecture pour qu'on puisse donner un arrière-goût à nos téléspectatrices. Oui, téléspectateurs. Alors on est avec, comme je disais, avec un jeune personnage qui a un langage bien particulier et puis donc, qui expérimente une vie nouvelle. Donc pour lui, c'est tout un choc. Et là, on le prend au retour de sa première virée, on va dire, dans l'intérieur du pays, grâce à une amie de sa maman.
Alors il dit que voilà, je suis sur la rue Masson, il y a plein de monde, c'est la vente de trottoirs, c'est très vivant. J'aime bien ce quartier, je n'ai vraiment pas envie de le quitter. En marchant, je croise des familles du monde entier. Je me demande souvent au bout de combien de temps et par quelle chance ou par quel effort une famille qui immigre ici, une famille qui vient d'un pays pauvre, a-t-elle la possibilité de se sentir chez elle, d'aller se promener à l'intérieur du Québec et de découvrir son pays d'accueil? Ou est-ce que c'est une chance qui sera réservée seulement à ses enfants, une fois devenus grands et intégrés? Car nous, si ce n'était pas grâce à Marie, qui est donc l'amie de la maman, jamais nous n'aurions pu passer cette fin de semaine extraordinaire. Parce qu'il aurait fallu avoir une voiture, puis prendre un hôtel, puis payer à manger pour 5. Et que cet argent-là, nous ne l'avons pas. Parce que chez les migrants, cet argent est généralement mis de côté pour préparer un voyage de vacances au pays d'origine. Et que ce voyage coûte tellement cher en famille qu'il faut plusieurs années avant de pouvoir le faire. Et je pense à Mère, et je me dis que ça doit être dur pour elle tout ce temps et cette distance entre elle et sa famille. Waouh! Là je vous interpelle sur la distance et ce qui est lointain et ce qui est loin. Est-ce que vous pensez que la distance et la migration en général, c'est nécessaire pour que ça puisse travailler l'inspiration et la ciseler comme il faut? Je pense en effet que la distance elle est importante dans la mesure où elle crée comme un gouffre, un déchirement. Oui. Et c'est une distance que l'on peut ressentir physiquement, que l'on peut ressentir psychiquement, que l'on peut ressentir vraiment à tous les niveaux. Et effectivement, elle est fondamentale dans l'expérience de création. Je dis que tout migrant n'est pas forcément quelqu'un qui va devoir pouvoir s'exprimer par l'art. Mais à partir du moment où on a vécu cet exil d'une manière ou d'une autre, je pense que cette distance est un moteur quelque part. Exactement. Peut-être aussi un obstacle, mais voilà, c'est clair. Mais Soleil, c'est un espoir pour... Oui, Soleil, c'est complètement un espoir, oui. Du point de vue du jeune enfant, oui, totalement. Et le roman termine sur une touche très positive, tout à fait d'espoir, donc oui. Qui projette vers Exactement. les ondes positives. Vous avez eu l'amabilité de ramener d'autres livres que je vois. La leçon de Rosaline de Mustapha Fehmi et de la psychologue et auteure Wanessa Younsi. C'est ça, ce sont deux ouvrages qui m'ont pas mal marqué. Ces deux lectures m'ont pas mal marqué récemment. Oui, très bien. Et je voulais lire un petit extrait de Mustapha Fehmi parce que je trouve intéressant cette approche-là. C'est une petite dissertation sur le respect. Et finalement, il arrive à une idée que je n'avais pas et puis que je vais faire mienne, finalement, au bout du compte. La société moderne a fait du respect sa valeur centrale, non pas parce qu'elle est supérieure ou plus humaine que les autres valeurs, mais parce qu'elle est plus facilement universalisable. Très peu de valeurs peuvent être exigées, voire imposées à tout le monde. Je ne veux pas forcer les gens à m'aimer, par exemple. Je ne peux m'attendre à ce qu'ils me respectent. S'ils ne le font pas, je peux aller jusqu'à le leur rappeler. Mais une valeur change généralement avec le temps. Elle se transforme et peut même basculer vers son contraire, si jamais on la pousse à l'extrême. C'est un peu le cas du respect, une valeur noble, certes, mais qui semble se vider petit à petit de son sens pour devenir une forme d'hypocrisie sociale que l'on pratique sans en avoir le choix. La rectitude politique nous contraignant à respecter toutes les valeurs, toutes les cultures et toutes les opinions. Ce n'est pas si simple à faire dans un monde où toutes les choses que l'on voit continuellement autour de nous sont loin d'être toutes respectables. En outre, en persistant à vouloir tout respecter, on finit par ne plus rien respecter. L'usage quotidien du mot lui-même trahit son sens détourné. Lorsque quelqu'un vous dit par exemple qu'il respecte votre opinion, c'est une façon de vous signifier qu'il n'est pas d'accord avec vous. Quand on vous dit avec tout le respect que je vous dois, la phrase qui suit est souvent une critique, une attaque ou une insulte. Avec le respect est tranquillement en train de se transformer. Ainsi, le respect est tranquillement en train de se transformer en une valeur froide, une sorte de flamme artificielle qui éclaire nos sociétés modernes sans diffuser de chaleur. Et là, en fait, il va aller vers plus loin que le respect, il veut promouvoir le dialogue. Oui. Et il dit que c'est vraiment véritablement, on va plus loin que le respect et que la tolérance. Parce que tolérer aussi, c'est bon, on peut dire « je vous tolère », mais la tolérance n'est pas forcément une valeur de dialogue et d'ouverture, c'est juste une valeur de respect, de distance. Et donc il va nous pousser à réfléchir sur le dialogue en disant qu'un dialogue n'est pas un échange d'informations, de plaintes ou de revendications, c'est une connaissance mutuelle entre deux consciences. Pour que je puisse établir un dialogue significatif avec un interlocuteur quelconque, il faut d'abord que je reconnaisse sa position, sa singularité et ses problèmes. Mais il faut dire aussi que le respect comme valeur morale,
c'est plus monnaie courante. C'est ça. Ce sont des valeurs qui sont, je dirais, peut-être en voie de disparition. J'espère que j'exagère pas. D'autant plus qu'il y a des crispations hein, de plus en plus dans nos sociétés. Je dirais peut-être un peu galvaudé, oui, c'est ça. Et puis oui. comme le dit bien Fahmy, c'est devenu comme, voilà, c'est devenu monnaie courante et puis on le met à toutes les sauces sans vraiment voir quelle est l'essence même de ce mot-là et qu'est-ce qu'il veut dire intrinsèquement. Alors il faut aller vers le dialogue et je pense que c'est une... Mais justement, ces valeurs, on les trouve de moins en moins. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la migrance, mais le respect, le dialogue, le fait de respecter l'intégrité morale et physique des migrants, par exemple, des gens qui sont en situation migratoire. Donc je pense que c'est des choses qui sont essentielles. Et vous avez ramené aussi Wanessa Younsi, oui. qui est psychologue. Hein, tout à fait. Une poète qui fait de la psychologie. Elle est même psychiatre, en fait. Elle est même psychiatre, même. Donc, c'est-à-dire, elle a eu des cas... Hein, et puis, elle parle aussi d'elle-même dans ce livre. Et c'est vraiment un livre où elle se livre et elle livre aussi de l'extérieur. Elle livre l'intérieur d'elle-même comme elle livre l'extérieur d'elle-même. Et c'est vraiment extraordinaire parce que l'intérieur d'elle-même, c'est très dans la psychanalyse et l'extérieur d'elle-même va être dans la poésie. Oui. Et elle a une plume vraiment saisissante. Oui, d'autant plus qu'elle avait travaillé avec des gens de la Côte-Nord. La Côte-Nord, tout à fait. J'ai eu le plaisir, à cette île, exactement. Voilà, et l'honneur de l'avoir interviewé il y a quelques mois de ça. On va faire une pause, David, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité, David. Je tiens à ce qu'on parle de tes longs métrages, de tes scénarios. Le tout récent, c'est Wallai. J'aimerais que tu m'expliques cette prononciation parce que moi, je l'ai prononcé Wally. Oui. Ça finit par Y. Non, en Afrique de l'Ouest, ils ne prononcent pas comme ça. Hein? Non, ils prononcent Wallai. C'est comme je te disais tantôt, Daoud, c'est Daouda. Oui. Et Wallah, c'est Wallai. En fait, c'est une expression un petit peu pour dire ma parole, pour jurer devant Dieu que ce que je te dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Oui. Sélection Festival de Berlin 2017. Oui. Il est passé à Cannes aussi, dans une certaine section. Oui. Puis il a fait le tour du monde dans énormément de festivals. C'est un film qui a vraiment bien marché. De quoi ça parle brièvement? C'est l'histoire d'un jeune métis de banlieue française qui est sur la voie de la délinquance. Et le père est veuf. Et le père, complètement désemparé, ne sait plus quoi faire de cet adolescent, décide de l'envoyer au bled pour le remettre sur les rails et le confie à son oncle qui, lui, va prendre à cœur cette mission de le remettre sur le rail. Voilà. Et c'est un peu le choc des valeurs, le choc des personnes et le choc des... Et pour lui, c'est vraiment un parcours initiatique véritablement. Il va se retrouver, il va retrouver de sa confiance et de ses valeurs, des valeurs de son père et finalement faire le tour un petit peu de lui-même aussi. De lui-même. Pirogue. La Pirogue, long métrage de Moussa Touré. Hein? Oui. C'était une sélection au Festival Cannes 2012. Tout à fait, un certain regard. Puis ça parle de quoi? Est-ce que c'est les Haragas, c'est les Haragas, mais de la côte ouest africaine. Donc c'est ces gens qui quittent en pirogue l'Afrique de l'Ouest pour tenter de rejoindre l'Eldorado européen par l'Espagne, par les Canaries. Et donc c'est un petit peu la genèse de ce grand mouvement-là. Oui. C'est un film qui a commencé à être réfléchi en 2006-2007, qui a été écrit en 2008, puis qui a été réalisé en 2011 et sorti en 2012. Voilà. Mais tout de même, il y avait votre premier, vous me corrigerez si je me trompe, Dakar Bel Air. Est-ce que ça, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage pour le premier. Que j'ai écrit et réalisé, oui. Que vous avez écrit et réalisé, Dakar Bel Air. Dakar Bel Air. Dakar Bel Air, en fait, c'est le cimetière catholique de Dakar. Il s'appelle le cimetière de Bel Air. Et en fait, je voulais témoigner de l'immense impact qu'a eu le Sénégal dans ma vie en termes d'ouverture d'esprit, de tolérance, de respect des autres et du dialogue, puisque c'est un cimetière catholique dont le gardien est musulman. Oh, donc c'est vraiment symbolique, mais c'est un court-métrage que j'ai réalisé et qui me tient beaucoup à cœur. Mais ça, c'est très touchant. Mais vous me rappelez qu'au Maroc, il y a même des cimetières juifs dont les gardiens sont musulmans. Exactement, aussi. Voilà. Et des synagogues. C'est ça. Magnifique. Très bien. Et puis après, donc, est venue l'idée du roman. C'est ça, l'idée du roman est venue à notre arrivée ici au Québec. Moi, ça fait 8 ans à peu près que je suis installé là. Parfait. Et donc, vous avez été publié par La Peuplade. Comment est-ce que vous trouvez la réception de la littérature des gens, je veux dire, des néo-québécois issus des communautés? Comment est-ce que vous percevez la réception que font des maisons d'édition au Québec ici?
Est-ce que vous avez eu des difficultés, je veux dire J'ai pas eu tant de difficultés que ça pour un novice, on va dire. J'ai eu 2 réponses positives et j'ai eu à choisir finalement entre les maisons d'édition qui voulaient travailler avec moi. Et j'ai choisi finalement La Peuplade. Non, je trouve au contraire que l'accueil est relativement bon, hein, comparé au marché, on va dire, comparé au public. On a un bon accueil pour les néo-québécois globalement. On voit encore récemment, c'est une Roumaine qui a obtenu un prix de la diversité au Festival Metropolis. Alina, c'est Alina, je me souviens plus du nom. Apostolka, je pense, non? Non, c'est pas Dimitrescu ou quelque chose comme ça. Je voudrais pas écorcher son nom de famille. Et donc oui, il y a quelque chose autour de ça. Alors, je pense que le Québec, Montréal gagne encore à s'ouvrir un peu plus, notamment dans le cinéma, à s'ouvrir plus encore à cette diversité, parce que c'est ce qui va justement renouveler tout le potentiel créatif de cette société-là. Et je pense que nous, les auteurs, les néo-québécois, sommes justement là pour apporter ce vent de fraîcheur, cette nouveauté-là. Et moi, je me dis toujours qu'un art insulaire, c'est un art qui est voué à l'immobilisme, qui est voué même à disparaître, alors que justement, il faut de l'influence extérieure. Et je pense que globalement, on peut considérer que l'accueil est correct. Je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres pays dans le monde, je ne sais pas, à vrai dire. Très bien. Est-ce qu'il y a des auteurs d'ici qui vous ont inspiré ou des cinéastes? Oui, il y en a, mais je dirais qu'il y a des personnes plus que des auteurs dans le milieu de la littérature, comme Rodney Saint-Éloi est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par son ouverture, par son parcours, par son ouverture, par son humanité. Et mes éditeurs aussi d'ailleurs, par leur ouverture d'esprit pour avoir récupéré ce texte et en avoir fait ce roman. Je trouve que il y a une certaine ouverture qui est agréable et je pense qu'on est au bon endroit globalement pour pouvoir s'exprimer. Et pour performer. C'est ça. David, est-ce qu'il y a des projets d'avenir? Oui, il y a toujours des projets d'avenir dans le cinéma, dans le roman. J'ai une espèce de belle et grande histoire qui mijote, on va dire. Pour l'instant, c'est encore à l'état très embryonnaire, mais c'est toujours dans le même type d'histoire. Alors moi, je suis très dans le transculturalisme. Moi, j'aime mélanger toutes les cultures et puis ressortir les cartes et faire une histoire avec cela. Alors oui, c'est ça. Là, je suis en train de cogiter à cette nouvelle histoire. Je suis en train de la construire petit à petit, faire naître mes personnages, leur donner de la chair, de la consistance. Et puis, peut-être que demain, finalement, cette idée de roman va finir en scénario. On ne sait jamais. On ne sait jamais. David, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette émission. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir reçu. C'était tout le temps qu'on avait pour cet épisode de l'émission Arts et Lettres, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Merci beaucoup de votre intérêt et de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.